Nous avons expliqué dans une partie de ce cours les conditions socio-historiques de la naissance de la sociologie urbaine, quand et comment, pourquoi les journalistes ont été amenés à aller dans un premier temps se former en Allemagne auprès de Georges Simmel, puis de retour porter la casquette du sociologue pour étudier les problèmes, analyser et faire comprendre les problèmes que les migrants qui sont venus d'Europe, des villages, rencontrent dans la société américaine. Et ces problèmes sont entre autres le problème d'intégration urbaine ou d'insertion urbaine dans la ville, puisqu'ils ont été marginalisés, exclus de la société américaine et vivaient presque à la lisière de la ville en formant ce qu'on appelle des ghettos. Il y avait donc ce qu'on appelle la ghettoisation et aussi une territorialisation de l'ensemble de ces politiques-là qui permettrait de mettre des immigrés à la périphérie de la ville. Résultat, les immigrés vont reproduire les mêmes schémas d'organisation que le village d'origine. Ils ne sont pas intégrés. Ils vont vivre en vase clos, développer des formes de violence, de déviance, de délinquance, de comportement aux antipodes des valeurs de la société américaine. Et comme vous le savez très bien, quand vous mettez quelque part les gens qui ne partagent pas la même culture, il y a des problèmes. Or, la plupart de ces immigrants avaient des problèmes d'insertion liés à la langue américaine, l'anglais qu'ils ne comprenaient pas, justement. À partir de ce moment-là, les chercheurs sociologues ont mis au point une approche qualitative à partir des histoires de vie qu'on appelle les life stories, les entretiens, pour un peu reconstruire l'histoire de la vie de Chicago, en utilisant bien sûr l'histoire de chaque étudiant, de la famille de chaque étudiant. Ils ont réussi à reconstruire l'histoire de la ville de Chicago. Dans cette deuxième partie du cours, nous allons aborder la problématique urbaine dans son ensemble, en essayant autant que possible de nous interroger sur ce qu'était la ville. Et pour ce faire, un certain nombre d'auteurs, que nous appelions les auteurs classiques, ont réfléchi chacun sur cette notion de ville. Nous en prendrons quelques-uns à titre d'illustration pour vous montrer un peu que cette façon de définir la ville n'était pas la plus plausible, la plus nette, la plus lisible, mais permettrait avant tout de comprendre un peu ce qu'était la ville par rapport au village. Et quand on regarde un peu ces auteurs, la ville était perçue au départ comme une unité urbaine. Autrement dit, un établissement humain étendu et fortement peuplé, par opposition au village dans lequel se concentrent la plupart des activités humaines, que ce soit les habitats, les commerces, les industries, l'éducation à travers les écoles, la politique et les établissements culturels. Max Weber aussi, à partir, voit plutôt la ville occidentale comme le lieu de gestation et de naissance d'une nouvelle forme de pouvoir structurée par la rationalité. Il en est de même d'Émile Durkheim qui, à partir de la corrélation entre densité physique et densité morale, définit justement la ville occidentale comme étant un lieu de concentration spatiale accroissant les possibilités d'exaltation collective et le développement de la conscience morale. Karl Marx, à partir d'une lecture dialectique, la division ville-campagne, va montrer effectivement qu'il y a ici un rapport d'exploitation et d'accumulation porté à ce paradigme par la société capitaliste. Vous savez très bien que les villes se nourrissent des villages, etc. Donc, la sociologie urbaine, on ne peut trouver l'origine de la sociologie urbaine, justement, quand nous intéressons principalement sur les travaux de l'école de Chicago.
qui ont essayé, les chercheurs de Chicago ont essayé de cerner les problèmes multiples posés dans les années 1920 aux États-Unis, comme je l'ai dit tantôt, par la croissance brutale des villes. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été amenés, à partir de l'écologie animale et végétale, de décrire la ville comme étant une mosaïque d'aires naturelles, dominée chacune par un type spécifique de population, et comme un lieu de liberté, autorisant le développement maximal de l'autonomie individuelle, mais aussi de toutes les marginalités. Il faut dire que cette notion de liberté est très fondamentale. La ville n'est pas la campagne. Dans la ville, il y a ce qu'on appelle la société. Et la société tourne autour de cette notion de liberté. Alors que si vous allez dans la campagne, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les communautés, qui sont fortement entrelacées, fortement soudées, qui ont un certain nombre de valeurs que je partage. Donc, vous savez très bien que dans la ville, il y a cette liberté, et vous savez que trop de liberté tue la liberté. Et c'est justement parce que trop de liberté tue la liberté qui fait que nous avons des formes de marginalisation que nous rencontrons en milieu urbain. Et c'est là justement l'occasion d'étudier ce qu'on appelle la déviance. La sociologie de la déviance, qui est encore là, la sociologie de la marginalisation. Donc vous voyez que la sociologie urbaine nous permet d'avoir plusieurs concepts à la fois. Le concept d'insertion urbaine, le concept d'intégration urbaine, le concept de liberté, le concept de marginalisation, le concept d'autonomie. Donc c'est des concepts vastes qui nous permettent aujourd'hui de mieux comprendre un peu ce qu'est la sociologie urbaine. Autre élément qui est important, c'est de voir un peu sur quoi porte la sociologie urbaine. D'un côté, vous avez vu que les fondateurs de la sociologie ont beaucoup travaillé sur les cultures urbaines comme une dimension essentielle de l'analyse de la discipline. Mais en même temps aussi, vous vous rendez compte que les Américains et les Français n'ont pas le même point de vue. Tantôt les Américains privilégient le concept d'acteur, tantôt les Français privilégient la logique de production, en mettant en évidence le jeu des acteurs. Donc, et c'est plus tard qu'ils vont s'intéresser à la notion d'usager. Donc, on se rend compte que la ville n'a jamais été le centre de préoccupation de ces auteurs classiques que nous venons de parcourir. Par contre, ce qui est important aujourd'hui, c'est de regarder un peu du côté de l'école de Chicago qui, à partir d'un paradigme, le paradigme écologique, vont chercher à cerner un peu ce qu'est la ville. Et on se rend compte que, mais à travers la migration, ce qui nous permet à la fois de comprendre ce qu'est l'idéologie urbaine et de comprendre aussi ce qu'on appelle la culture urbaine et les rapports entre le centre et la périphérie. Donc c'est toute la problématique de la centralité urbaine qu'on met en exergue, et c'est justement ces problématiques, cette relation de centre à périphérie, d'occupation de l'espace, inégal d'espace à travers le jeu des compétitions, puisque ceux qui ont le moins, autrement dit ceux qui sont riches, vont choisir les emplacements les meilleurs. Mais ceux qui sont pauvres aussi vont chercher la périphérie, etc. Donc ça montre bien aussi, et ça nous permet aussi à la fois de connaître un peu l'histoire de la migration. C'est quoi la migration en général? Mais aussi de nous rendre compte aussi qu'on peut travailler à partir des concepts clés comme le concept de mobilité. La mobilité en termes de déplacement. Vous avez ici ce qu'on appelle les mobilités résidentielles, les mobilités professionnelles et les mobilités sociales. C'est des déplacements partout. Vous savez que l'immigré, chaque fois qu'il a un plus quelque part, est obligé de déménager. Déménager d'un quartier à un autre. Le statut aussi va changer en fonction de l'argent qu'il gagne. La profession, il change aussi de profession tout le temps aussi. Il change de résidence, il change de profession, il change aussi de statut, et cela est lié un peu à la migration. Autre élément qui est important aujourd'hui, c'est de montrer que la sociologie américaine va prendre la ville comme terrain d'analyse. Terrain d'analyse en regardant un peu la structuration de la ville, principalement les quartiers, ce qu'on appelle les aires urbaines, et on va faire des monographies, autrement dit, des analyses complètes, détaillées et complètes du quartier et de la façon dont les gens vivent dans ces quartiers-là. Et ça qui est important, c'est la gestion de l'espace. Et les Américains vont nous montrer effectivement qu'il est possible de chercher l'espace aussi, de gérer l'espace aussi. Il est possible aussi
de travailler à partir des exclus de la ville, ce qu'on appelle les exclus de la ville. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui, un peu partout en Afrique et dans le monde, qu'on met l'accent sur ce qu'on appelle le droit à la ville. Que droit à la ville, et qu'on organise aussi progressivement ce qu'on appelle la journée du patrimoine, pour montrer un peu que ce qui est important aujourd'hui, c'est de saisir les enjeux autour de la pertinence sociale de l'espace. Et que donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les gens ne soient pas exclus de la ville, liés à des positions, liés à des problèmes qu'ils rencontrent en milieu urbain, mais de faire encore pour mettre l'accent sur le développement participatif urbain, inclusif parce qu'en réalité, ce qui est important, c'est comment faire pour que les acteurs puissent vivre en intelligence les uns et les autres et comment encore réduire les angles qui créent des disparités spatiales, des disparités entre les milieux et nous permettre à la fois de régler un problème important aujourd'hui qui est le problème d'insertion urbaine. Voilà grosso modo les axes forts de ce cours, étant entendu que ce qui est important ici, c'est d'étudier les villes par opposition aux villages, de nous intéresser au problème de la migration qui est d'origine rurale vers les États-Unis, qui quitte l'Europe vers les États-Unis un peu, et de montrer un peu tous les problèmes que rencontrent les immigrés dans cette partie des États-Unis, et de montrer un peu que le problème numéro un, c'est la ghettoisation, les ghettos, d'où viennent les ghettos, le fait de parquer des gens dans un espace bien réduit. En même temps aussi, au-delà des ghettos, on peut voir un peu comment vivent les migrants dans des formes de promiscuité, dans des formes de désolation qui font que on est obligé de mettre en forme des réformes, des politiques de réforme pour plus d'intégration, pour plus de prise en charge de la condition humaine. Je vous remercie pour votre aimable attention.